Président, donc on va arriver à la séance des questions. Donc on a essayé de résumer les différentes questions qui avaient été posées. Pour certaines, on y a largement répondu. Le docteur Koufersaoui a parlé des tests de cutanés d'allergie et des IgE spécifiques, même si on va en reparler quand même un petit peu pour les IgE spécifiques. Pour le CEPA aussi, c'est une question qui a été posée et je pense que Mme Setfali a très bien répondu. On nous a posé aussi beaucoup de questions sur la prise en charge thérapeutique, mais j'espère que ces journées vont se renouveler et qu'on va faire une séance spécialement dédiée à ça. Donc, en ce qui concerne les questions, la première question, elle vous est destinée, Dr Koufersaoui. Comment peut-on éviter les pièges dans le diagnostic des allergies aux protéines du lait de vache? Merci pour cette question, pour éviter les pièges, on a vu comment le cheminement qu'on doit prendre pour arriver au diagnostic. D'ailleurs, ce n'est pas spécifique à notre pays. D'ailleurs, je vous ai montré une plaque au départ de différentes études faites à l'étranger. Et quand le diagnostic a été fait uniquement sur les symptômes cliniques, vous avez vu qu'il y avait un fort pourcentage. Il a suffi pour ces malades-là, pour ces patients-là, il a suffi de pousser un peu l'exploration et faire donc un bilan allergologique, et vous avez vu que la prévalence a beaucoup diminué. Donc il faut rester logique, il faut se coller à la clinique. Donc on a vu au départ que l'interrogatoire, c'est l'étape essentielle, justement, pour une première étape diagnostique dans le cadre de la PLV. Et à chaque fois, on fait un bilan allergologique. On commence par les tests cutanés, ou d'ailleurs, on peut compléter par les IgE spécifiques. Et je vous ai montré tout à l'heure l'algorithme que souvent, on utilise les deux, et les tests cutanés et les IgE spécifiques. Et dans la plupart des cas, le diagnostic il est fait comme ça, avec la clinique et le bilan allergologique. Et dans la plupart des cas, on n'a pas besoin de TPO pour arriver. Le TPO est réservé, comme vous l'avez si bien expliqué, pour les formes non IgE médiées surtout, et dans les formes IgE médiées, dans certains cas où il y a un petit doute qui persiste. Et quand on a la possibilité, la facilité de faire le TPO. Attention, parce que c'est un examen qui prend du temps et qui n'est pas dénué donc de dangerosité. Donc il faut bien peser le pour et le contre de faire le TPO. D'ailleurs, si on suit correctement la démarche qu'on a mise tout à l'heure, on arrive dans la plupart des cas de faire le diagnostic et éviter par là même les pièges diagnostiques. Merci, Dr Koufersaoui. Et la deuxième question, comme elle est dans la foulée de la première, je te la pose aussi à toi. Est-ce qu'un dosage des IgE spécifiques négatifs élimine formellement le diagnostic d'APLV? Et si on a des IgE spécifiques négatifs et que ça n'élimine pas formellement le diagnostic d'APLV, alors comment on doit faire le diagnostic de certificat? Eh bien non, les IgE spécifiques, on a vu tout à l'heure que dans les formes d'APLV, il y a deux formes. Il y a d'ailleurs trois formes. Il y a la forme IgE médiée, il y a les formes non IgE médiées, il y a les formes mixtes. Quand on a une forte probabilité de diagnostic APLV sur le plan clinique et que les IgE spécifiques sont négatifs, ça pourrait être une forme non IgE médiée. Et dans ces cas-là, on est obligé d'aller vers le test de provocation par voie orale. Donc on ne fait pas comme ça par facilité, on élimine le diagnostic d'APLV juste parce que les IgE spécifiques étaient négatifs. Alors pour la troisième question, mes chers confrères, ils m'ont fait le cadeau empoisonné ils m'ont délégué d'y répondre. C'est le lien entre allergie aux protéines du lait de vache et colique. Alors, comment y répondre? Entre parenthèses, c'est vraiment très très difficile. La plupart des coliques quand même du nourrisson, les mamans, elles vous disent bien que l'enfant il a des gaz, etc., qu'elles sont certes récidivantes,
mais quand on fait les petits moyens, le massage, on le fait dormir un petit peu sur le ventre, après l'avoir fait rôter bien sûr, après une tétée, on donne quelques petits traitements, ça se calme le plus souvent. Quand les coliques sont extrêmement récidivantes, qu'elles en arrivent parfois à affoler les parents, parfois on est en droit, quand on a éliminé une étiologie organique d'abord, il faut quand même essayer de voir ça, on est en droit de faire un test avec un lait de régime. Et moi, personnellement, j'ai le souvenir d'une patiente qui venait de Gardaïa d'ailleurs, et qui avait en fait, elle avait une stagnation pondérale. Souvent, il n'y a pas la colique toute seule, elle avait pas un retard staturo-pondéral, mais elle avait une stagnation pondérale, et moi j'avais décidé que les coliques c'était de la rigolade, ça ne pouvait pas être en rapport avec une allergie aux protéines du lait de vache. J'étais à Pologne encore à l'époque, et j'ai fait la réintroduction, et le matin, les infirmières, elles sont arrivées affolées, et le résident de garde pour me dire, madame, c'est pas possible. Elle a passé sa nuit à hurler. Donc vous voyez, le TPO diagnostic résout dans ces cas très difficiles aussi le problème. Donc dans tous les cas litigieux où on n'a pas, c'est pas IGE médié et où on ne peut pas prouver les choses, faire une épreuve d'éviction, réintroduction, avec un TPO diagnostic, peut résoudre le problème. Alors, la question suivante sera, je pense, pour le docteur Sekfali. On nous demande quel est le lien entre APLV et reflux gastro-œsophagien. Il n'y a pas de raison qu'une seule personne ait toutes les traces. C'est un tour. Voilà. Merci beaucoup pour la question. Il faut savoir que le reflux gastro-œsophagien, c'est une affection à part entière. Pour dire qu'il s'agit d'un reflux gastro-œsophagien, il faut poser le diagnostic de certitude, soit par une pH-métrie. À défaut, c'est la réponse aux IPP qui nous permettent de dire que c'est un RGO. Je pense qu'ici, notre confrère a voulu parler plutôt de vomissements immédiats suite à la prise du lait de vache. Et dans ce cas-là, les vomissements immédiats, ça rentre dans le cadre des manifestations à moyenne probabilité. Qui dit manifestation à moyenne probabilité clinique dit un recours obligatoire, impératif au test de provocation orale pour confirmer le diagnostic, et cela après une période d'éviction de 4 semaines. Si au courant de cette période d'éviction, on voit qu'il n'y a pas de réponse, qu'il y a persistance des vomissements, ce n'est pas une APLV, ce n'est pas la peine de continuer et aller vers le TPO. Je tiens aussi à rebondir ici sur RGO-APLV. Il y a un amalgame entre RGO, œsophagite à éosinophilie. L'œsophagite à éosinophilie, c'est une entité qui est particulière, qui est émergente. Certes, elle est rare chez l'enfant, elle se voit plutôt chez l'adulte jeune et l'adolescent, mais il y a des cas qui sont décrits notamment chez le nourrisson. Et elle ne survient pas sous forme d'un reflux, comme ça, d'un reflux habituel typique. C'est un reflux avec un retentissement important sur la croissance staturopondérale. Chez l'enfant plus grand, ce n'est pas également un reflux simple. C'est un reflux avec des signes d'impaction alimentaire, d'impaction œsophagienne. Ça veut dire qu'il y a un blocage d'aliments. L'enfant, quand il prend son repas, les parents décrivent qu'à chaque coucher, il prend de l'eau pour faire passer. Et il faut savoir aussi que l'œsophagite à éosinophilie, ce n'est pas clinique point à la ligne. C'est une entité qui est clinico-histologique. Pour parler d'œsophagite à éosinophilie en rapport avec un reflux, il faut confirmer par une histologie qui est objective, plus de 15 éosinophiles par champ, du fort grossissement et suite à des biopsies étagées minimum 4. Merci. Merci Madame Fali. Toujours donc je vous laisse le micro puisque vous l'avez. Et on nous dit, la question c'est les modalités dans différents types de TPO. Même si on y a répondu, peut-être qu'il faut que nos confrères veulent des éclaircissements. Alors, il existe en hospitalier 2 types de TPO. On a vu tout à l'heure avec Madame Hella un TPO spécifique qu'on pourrait éventuellement utiliser en cas de réintroduction au domicile, mais là, c'est un cas à part. Pour les TPO diagnostiques, il est préférable de les faire en milieu hospitalier. En milieu hospitalier, vous avez 2 types de modalités. Nous avons le TPO Roche classique. Comme nous venons de voir avec le professeur Boufer-Savi, ça va de 1 ml jusqu'à 5 ml
pour atteindre une dose d'à peu près 1 vibrant. Ça, c'est le TPO classique. On garde l'enfant en observation pendant 2 heures. Et vous avez le TPO adapté au CEIPA qui a été bien codifié actuellement depuis 2017. D'ailleurs, dans les dernières recommandations qui ont repris les recommandations américaines de 2009, effectivement, là aussi, il parle donc des différentes modalités de TPO. TPO CEIPA, c'est 3 doses, 3 quantités équivalentes à 30 minutes d'intervalle, sans dépasser la quantité de protéines, en l'occurrence 3 grammes pour le lait de vache, et avec une période de surveillance qui est plus prolongée vu le délai d'apparition des symptômes. Aussi, les thérapeutiques prévues pour la prise en charge de ces épisodes diffèrent. L'adrénaline, c'est le traitement de première ligne dans les allergies IgE-médiées, et vous avez le remplissage l'endocétran pour le CEIPA en l'occurrence. Merci, docteur Sekfali. Une autre question pour le docteur Boufersaoui, je pense. On nous demande quel est le suivi en ambulatoire. Je pense que nos confrères veulent parler également du suivi quand le patient il va chez un confrère qui est donc en ambulatoire, qui est installé en ambulatoire ou dans une polyclinique. Oui, enfin le suivi des enfants atteints d'APLB se fait normalement en ambulatoire, il n'y a pas de souci, hein, que ce soit pour un médecin qui est installé ou que ce soit un médecin qui est dans une polyclinique. Justement, pour éviter justement le surnombre de patients à l'hôpital, il faut que ces enfants-là suivent en dehors de l'hôpital. Alors, on a fait le diagnostic, on fait l'éviction des protéines de lait de vache. Attention, il faut faire très attention, on leur explique aux parents quels sont les animaux qui sont permis, quels sont les animaux qui sont interdits. Et on leur explique en faisant une éducation thérapeutique en bonne et due forme. Il faut prendre du temps avec les parents et leur donner carrément des listes d'aliments permis et interdits. Et après, on revoit l'enfant. On n'est pas obligé de le voir toutes les semaines. On le voit par exemple tous les 3 mois. Maintenant, se pose le problème de la réintroduction, plutôt. Hein. Peut-être que notre confrère veut dire ça. Alors, la réintroduction, elle ne se fait pas avant 1 an dans les formes IgE-médiées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le délai âge après 1 an, mais aussi, on va poser des questions aux parents si l'enfant n'a pas fait d'ingestion accidentelle. On pose juste comme ça un exemple rapide. Si par exemple il a plus d'1 an et que la maman vous dit il y a 1 mois son frère a donné par mégarde une cuillère de yaourt, du fromage à l'enfant et que l'enfant a fait une réaction. Celui-là, il a fait ce qu'on appelle un TPO de réintroduction carrément accidentelle. Heureusement qu'ils sont sortis, il faut faire très attention justement pour éviter ce genre de choses. Et donc, on va encore retarder la réintroduction 6 mois après. Maintenant, dans les formes non IgE-médiées, on peut faire la réintroduction après 9 mois, après l'âge de 9 mois. En faisant très attention, le professeur Benhamna nous a bien spécifié tout à l'heure qu'il y a des formes IgE-médiées qui vont switcher vers non IgE-médiées qui vont switcher vers les formes IgE-médiées. Et donc, on fait un bilan dans ce sens. Troisième chose que je n'ai pas dit tout à l'heure pour les formes IgE-médiées, on demande quand même, quand on aura décidé de faire la réintroduction, le taux de la cinétique des IgE spécifiques. Et quand les IgE spécifiques baissent au moins de 50%, et on sait que dans ces cas-là, on a 1/3 de chance que la réintroduction se passe bien, et bien on va tenter cette chance. Pourquoi? Justement, pour éviter à l'enfant ces ingestions accidentelles données comme ça par inattention par les frères ou sœurs. Donc il y a 3 choses. On voit l'âge, la notion éventuelle d'ingestion accidentelle et la cinétique des IgE. Et à ce moment-là, on refait une autre correspondance au médecin référent à l'hôpital pour lui dire que peut-être c'est le moment de faire la réintroduction. Et c'est comme ça qu'on dit. Pour les non IgE-médiés, je vous ai dit tout à l'heure,
vous a expliqué tout à l'heure qu'on peut faire la réintroduction à domicile pour les formes non hygiéniques non sévères, c'est-à-dire dans les formes non hygiéniques, hors CIPA par exemple, hors œsophagite eosinophile. Donc on peut le faire seulement, il faut s'assurer de la bonne compréhension des parents du protocole de réintroduction. Si vous avez en face de vous une maman qui n'a pas compris comment on donne, il vaut mieux s'abstenir et référer l'enfant à l'hôpital pour refaire à ce moment-là le TPO de réintroduction à l'hôpital. Merci. Donc la dernière question, c'est une question qu'on va te poser, docteur Sekfali, c'est est-ce qu'il y a des nouveautés? On ne va pas frustrer nos collègues qui nous, quand même, voulaient avoir un petit avant-goût de la prise en charge. Est-ce qu'il y a des nouveautés dans la prise en charge de la PLV? Est-ce que les choses se sont un petit peu modifiées? Alors d'abord, concernant le traitement commun des allergies aux protéines de lait de vache. Alors d'abord, concernant le traitement commun des allergies aux protéines de lait de vache ou des allergies alimentaires de manière générale, il faut savoir qu'ils sont basés depuis la nuit des temps sur le régime d'éviction. La nouveauté, c'est qu'actuellement, le régime d'éviction est de moins en moins strict. Si l'enfant tolère une certaine dose de l'aliment, on la maintient. On ne va pas revenir en arrière et l'arrêter. Si l'enfant tolère des aliments chauffés, des aliments cuits, on les maintient. Donc ça, c'est la nouveauté concernant le traitement commun, le régime d'éviction. Il y a eu également une nouveauté, c'est un nouveau paradigme dans la prise en charge des allergies aux protéines de lait de vache, c'est l'avènement de l'immunothérapie spécifique. L'immunothérapie spécifique, donc juste un petit mot là-dessus, parce que ce n'est pas le thème, le sujet d'aujourd'hui. Ça a complètement bouleversé la prise en charge. C'est le seul traitement qui peut conduire à modifier l'histoire naturelle de la PLV et à accélérer sa guérison. Elle consiste à introduire des quantités progressivement croissantes de l'aliment. Ça va modifier l'immunité et ça va permettre de tolérer, d'obtenir une désensibilisation et parfois même de véritables tolérances, soit des guérisons totales. Voilà donc ce qu'il y a de nouveau dans le cadre de la prise en charge sans m'étaler sur les biothérapies et l'omalizumab bien sûr. Donc retenez, le régime est de moins en moins strict, on tolère les aliments qui sont déjà consommés, on tolère les aliments cuits et avec l'avènement de l'immunothérapie, notamment l'immunothérapie ou l'induction de tolérance orale. Merci. Merci à mes confrères, merci à M. Doroda de nous avoir donné l'occasion de communiquer avec vous, même si c'est par voie virtuelle. Comme vous le voyez, l'allergie aux protéines du lait de vache, et comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment une maladie aux multiples visages. Heureusement qu'il y a de plus en plus d'espoir. On a toujours su que quand même les allergies aux protéines du lait de vache, elles guérissaient pour un bon nombre d'entre elles entre 1 et 2 ans. Mais aussi on a assisté à une explosion d'allergies aux protéines du lait de vache à évolution qui est prolongée. Et ça nous a inquiétés. Mais heureusement qu'il y a de l'espoir en particulier dans cette immunothérapie par voie orale. Mais avant d'arriver à tout ça, ce qui était important, c'est de faire un bon diagnostic. Et vous voyez qu'en suivant une démarche relativement logique, même si c'est des probabilités, on peut arriver à un bon diagnostic et donc finalement à une bonne prise en charge. Et merci encore une fois.